Monsieur le Président, cher Pascal Brice, Mesdames, Messieurs, chers tous, croyez-le, je suis le premier désolé de cette situation sanitaire qui reste tendue, c'est un euphémisme, et qui vous a contraint à tenir ce congrès en visioconférence. Je crois que chacun d'entre nous attendait avec impatience ces grandes retrouvailles qui étaient prévues à Rennes. Et pour ma part, je me réjouissais de pouvoir arpenter le village des initiatives et aller à la rencontre de ces acteurs de terrain qui sont autant de témoins de la vitalité des solidarités dans notre pays. Mais je suis un indécrottable optimiste et dans des moments tels que celui-ci, il faut savoir faire contre mauvaise fortune, bon cœur. Je voudrais donc avoir quelques mots pour insister sur le positif, parce que du positif, il y en a. Pour commencer, je crois qu'il n'est pas anodin que ce soit le président de la République lui-même qui ait solennellement ouvert votre congrès. C'est bien sûr la reconnaissance de l'importance de votre fédération, c'est aussi le signe du succès de votre congrès, dont vous avez su faire un temps fort malgré l'aléa sanitaire. C'est enfin une manifestation du caractère central des enjeux de solidarité dans le débat public aujourd'hui. Et je crois que c'est un des grands enseignements de cette crise sanitaire. C'est un motif de confiance et d'espoir. Cette crise terrible a montré que la société française a su réagir avec solidarité. Des institutions républicaines aux simples citoyens, en passant par tous les corps intermédiaires, tous, nous avons fait de cette pandémie un obstacle que nous avons pu franchir ensemble. Nous avons mis en place des mécanismes de protection collective dont le premier ressort était la solidarité. Nous avons porté une attention décuplée aux plus fragiles, car notre premier réflexe à tous a été celui de se poser cette question fondamentale. Ceux qui, en temps normal, ont une vie difficile, comment vont-ils la traverser, cette tourmente ? La réponse a clairement montré que la société française n'est pas individualiste. La réponse a été collective. Des mesures d'aides exceptionnelles décidées par le gouvernement, à l'engagement spontané de tant de nos concitoyens. J'en ai vu énormément sur le terrain à chacun de mes déplacements, notamment des jeunes qui ont intégré des associations, intégrant le fait qu'un certain nombre de personnes âgées qui habituellement font vivre les tissus associatifs dans les territoires seraient peut-être contraintes de se mettre elles-mêmes à l'abri. Cette solidarité est également passée, évidemment, par le dévouement de tous les acteurs, professionnels comme bénévoles, dans les territoires. Il est apparu plus clairement que jamais que la solidarité est inscrite au cœur de notre contrat social. Je parlais à l'instant de la vitalité de cette solidarité dans notre pays, ce n'est pas un vain mot. Je ne ferai pas ici l'inventaire de tout ce que nous avons fait depuis 2017 autour de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, le temps me manquerait. Mais sachez que ce bilan, je l'endosse et j'en suis fier. Ce que je veux regarder maintenant, c'est l'avenir et reprendre évidemment à mon compte les lignes claires que le président de la République a dessinées pour les années qui viennent. C'est lutter contre les déterminismes, notamment par un véritable service public de la petite enfance. C'est réformer la protection de l'enfance de fond en comble. C'est continuer évidemment de lutter contre les inégalités de santé. C'est l'accès des plus précaires aux services publics et la simplification des droits et des allocations. C'est l'accompagnement renforcé des familles monoparentales. C'est l'accès de chacun au travail et c'est là aussi réformer de fond en comble les politiques d'insertion en nous appuyant sur le bilan de la contractualisation. C'est la clarification des compétences respectives de l'État et des collectivités, c'est un enjeu donc démocratique. Et c'est bien sûr l'attractivité, je ne l'oublie pas, des métiers du social. J'ai confié au Haut Conseil en charge du travail social une mission importante dont je recevrai les conclusions au mois de mars et qui nous permettront d'avancer sur ce terrain. Tous ces défis, comptez sur moi pour les relever avec vous. Je vais avoir un mot très rapide pour saluer à la fois le travail de Florent Guéguen, connu et reconnu de tous pour avoir été le directeur général de votre fédération pendant près de 10 ans. Nous ne le remercierons jamais assez pour son engagement exemplaire tout au long de ces années. Et un autre mot aussi, tout aussi rapide, pour souhaiter beaucoup de succès à celle qui succède à M. Guéguen en tant que directrice générale de la FAS, Nathalie Latour, elle aussi connue, reconnue de tous, notamment pour avoir été la directrice générale de la Fédération Addiction. Chère Nathalie, c'est une importante mission qui vous incombe, et je suis certain qu'avec votre président, cher Pascal Brice, avec tous les membres de la Fédération des acteurs de la solidarité, vous saurez faire vivre, faire avancer les causes et les valeurs qui nous réunissent. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente année 2022. Cher Pascal, Mesdames et Messieurs les présidents, directeurs et directrices d'associations, Mesdames et Messieurs, je suis très heureuse de pouvoir clôturer vos 2 journées de congrès. J'aurais bien sûr, comme vous, je pense, préféré être avec vous à Rennes aujourd'hui. Malheureusement, la situation sanitaire nous conduit encore une fois à modifier nos organisations et à opter pour cette visioconférence.
Je tiens à saluer du coup cette capacité à vous adapter continuellement et plus généralement votre mobilisation aux côtés des personnes les plus en difficulté, quelles que soient les circonstances. Vous l'avez prouvé tout au long de cette pandémie. Vous n'avez jamais relâché vos efforts, vous avez tenu pour maintenir vos activités au service des personnes les plus vulnérables. Les débats d'hier ont porté sur les répercussions de la crise sanitaire, sur la situation sociale du pays, et les débats d'aujourd'hui sur vos propositions. Propositions qui sont nécessaires pour envisager la suite et que nous allons évidemment regarder avec beaucoup d'attention. En ce qui concerne la crise sanitaire, bien sûr que les répercussions ont été très fortes pour les personnes les plus démunies. Ce sont toujours les personnes les plus fragiles qui souffrent le plus en période de crise. Cette crise nous a en effet mené à nous poser des questions fondamentales sur l'accompagnement des personnes en difficulté. Comment le faire quand tout ferme? Comment trouver de l'aide quand les structures de soutien ne sont plus en capacité de répondre? Comment finalement maintenir le lien social lorsque tout un pays est confiné? Et comment faire pour que les inégalités de vie que nous connaissons au quotidien ne soient pas exacerbées en période de crise? Vous avez réagi vite et fort. Et je tiens solennellement à remercier toutes les associations, tous les professionnels du travail social, les bénévoles, tous les salariés des structures que vous représentez pour leur engagement du jour 1 de la crise jusqu'à aujourd'hui et pour votre capacité d'adaptation pendant ces 2 années qui nous ont, je crois, tous paru longues. Collectivement, nous avons été au rendez-vous pour protéger les personnes sans domicile fixe pendant les heures les plus difficiles de la crise. Nous avons créé des places en nombre, 40 000 places d'hébergement supplémentaires en 2020 et 2021. Nous avons réorganisé les structures collectives pour éviter la promiscuité, permettre les gestes barrières, et nous avons créé des centres d'hébergement spécialisés pour isoler les personnes vulnérables malades du Covid. Nous avons réorganisé l'aide alimentaire, distribué des chèques alimentaires à plus de 120 000 personnes. Avec Olivier Véran, nous avons créé des équipes mobiles, distribué des masques, favorisé l'accès à la vaccination pour ces publics les plus vulnérables. Et je tiens là encore à remercier tous les intervenants sociaux et médicaux qui ont permis à un nombre important de personnes à la rue ou hébergées de se faire vacciner. Les liens entre le secteur de la santé et le secteur social ont d'ailleurs été resserrés, de même que les partenariats entre les pouvoirs publics et les associations. Cela fait partie des acquis de cette période de crise et il nous appartient de faire vivre ces acquis dans l'après-crise pour améliorer nos politiques. C'est ainsi à la lumière de ce que nous avons appris ensemble pendant la crise que nous avons pu développer de nouvelles actions ensemble pour aujourd'hui et demain. Je pense au développement de projets innovants, comme la création de structures d'hébergement dédiées aux personnes en situation de grande marginalité, qui ne sont pas en capacité d'aller en centre d'hébergement classique. Je pense aussi à la création des tiers-lieux alimentaires pour les personnes hébergées à l'hôtel, qui répondent à un vrai besoin. Et puis bien sûr à la création de places spécifiques, pour prendre en charge des besoins qui étaient mal couverts. Je pense en particulier aux femmes sortant de maternité avec leurs tout-petits, ou aux femmes victimes de violences pour lesquelles nous avons ouvert plus de 3000 places. Le maintien des 200 000 places d'hébergement à la sortie de l'hiver 2021, avec la fin de la gestion au thermomètre, le fait d'arrêter de remettre à la rue des personnes hébergées au printemps pour les réhéberger à l'automne, est aussi un marqueur très fort de ce changement de vision et de politique inspiré par la crise. Mais on peut aussi citer la création de postes supplémentaires dans les SIAO et le renforcement des budgets des accueils de jour. Enfin, nous avons pris à travers le plan de relance des décisions importantes sur des sujets qui n'étaient pas traités depuis longtemps, en particulier la rénovation profonde des lieux d'accueil et des centres d'hébergement à travers nos programmes d'humanisation, qui financent enfin des travaux significatifs dans des centres parfois très vétustes, que ce soit en métropole ou en outre-mer. À nous de continuer à porter, à intensifier nos politiques structurelles en faveur de l'accès au logement des personnes précaires. Ces actions, nous les avons pensées ensemble, nous les déployons ensemble et elles sont bien sûr très convergentes avec la plateforme de propositions que vous avez présentée aujourd'hui. C'est d'abord le plan Logement d'abord, lancé en 2017, qui depuis 2018 a permis à plus de 300 000 personnes de sortir de la rue ou d'un centre d'hébergement et d'accéder au logement pérenne.
Et ce plan Logement d'abord a fonctionné, même en période de crise, même en période de confinement. Et ce sont 300 000 personnes qui étaient dans des structures de précarité, de prise en charge de la précarité, qui sont maintenant dans un vrai logement, que ce soit un logement social ou un logement d'intermédiation locative, logement privé. Pour favoriser cette politique, nous avons augmenté les fonds dédiés à l'accompagnement vers et dans le logement, avec Action Logement, et beaucoup mobilisé Action Logement et les bailleurs sociaux, et je souhaite tous les remercier. Pendant la crise, nous avons créé un fonds supplémentaire d'aide aux impayés de loyer pour prévenir les conséquences de moyen terme de la crise, et nous avons étendu la garantie Visale d'abord à tous les jeunes, puis à tous les salariés modestes. Je dis nous, mais c'est Action Logement qui l'a fait, et là encore, je voudrais saluer leur action. Avec le mouvement HLM, toujours avec Action Logement, avec la Caisse des dépôts et consignations, nous avons pris des mesures de soutien très fortes en faveur de la relance de la production de logements sociaux, en matière d'aide à la pierre aux bailleurs, mais de recettes fiscales pour les collectivités. Et nous avons réformé dans la dernière loi de finances le dispositif Louer abordable pour développer encore plus la mobilisation de logements à loyer maîtrisé dans le parc privé existant, en particulier en intermédiation locative. Nous avons d'ailleurs créé presque 30 000 places d'intermédiation locative dans le quinquennat et 5 000 places de pension de famille, donc les choses avancent. Cependant, malgré ces efforts importants, même sans précédent, il reste toujours des personnes sans solution, il reste toujours des personnes à la rue, et nous devons continuer à agir, à aller plus loin et plus vite dans le déploiement des actions déjà prévues et continuer à inventer l'avenir. Je tiens donc vraiment à vous remercier pour les propositions que vous avez faites, qui ont été discutées aujourd'hui, qui sont utiles et qui permettent de faire avancer le débat et surtout qui permettront d'améliorer la situation des personnes dont nous nous occupons tous. Les propositions qui relèvent du périmètre du ministère du Logement rejoignent très largement mes orientations et les choix que j'ai faits pour réduire le nombre de personnes sans abri et mieux les accompagner vers le logement, vers l'insertion, vers l'emploi, vers un revenu et vers une vie autonome. Pour cela, j'ai lancé, suite à des discussions que nous avons souvent eues, une programmation pluriannuelle de l'hébergement et du logement d'abord. En effet, au-delà de la sortie de la gestion au thermomètre, il s'agit maintenant pour nous de prévoir de façon pluriannuelle nos besoins pour les organiser, les anticiper et les territorialiser. Cette programmation pluriannuelle part donc d'un diagnostic territorial pour mieux comprendre les besoins à l'échelle locale et pouvoir nous y adapter. Ce sujet va continuer à être travaillé dans des groupes de travail car nous devons pouvoir avancer très concrètement et être en capacité, dans les années qui viennent, de porter une programmation pluriannuelle. Nous devons aussi améliorer la qualité du parc d'hébergement, réduire la part des nuitées hôtelières au profit des places en structure, tout ceci en renforçant l'accompagnement social. Vous êtes particulièrement mobilisés avec la DIAL au niveau national, que je salue, et Sylvain Mathieu, et avec les DETS au niveau local, pour définir les besoins, à la fois en matière de qualité de l'offre et de nombre de places, d'hébergement en hôtel, et aussi renforcer la capacité d'intervention du travail social. Les résultats de ces travaux me seront remis en fin du premier trimestre et devront poser les bases d'une collaboration encore plus resserrée, mais là aussi pluriannuelle, entre l'État, les collectivités locales et les grandes associations. Bien sûr, ces travaux s'articulent naturellement avec la politique du logement d'abord que nous allons poursuivre et amplifier. Les résultats sont déjà là, nous devons continuer à aller plus loin pour mobiliser toujours plus de logements pour l'accès au logement des personnes sans domicile fixe. Cet accès au logement, je le disais il y a un instant, va avec l'accès à la santé et l'accès à l'emploi. Concernant la santé, je veux insister sur la nécessité de poursuivre les projets qui marchent, comme par exemple un chez-soi d'abord, et continuer à renforcer les liens avec les professionnels du sanitaire, notamment dans le cadre du développement des équipes mobiles. Côté emploi, je salue bien sûr la création du contrat d'engagement pour les jeunes. Je me suis battue avec d'autres pour le volet spécifique sur les jeunes en rupture, qui, j'espère, permettra d'allier accès au logement et accès à l'emploi. Ces jeunes en très grande difficulté que vous hébergez dans des centres d'hébergement, que vous voyez à la rue dans les maraudes, ces jeunes-là, nous devons aller les chercher, nous devons être en capacité de leur proposer un contrat d'engagement pour la jeunesse,
avec des engagements adaptés, avec un parcours adapté, avec un rythme adapté, avec un accès facilité aux prestations de subsistance qui leur permettent de sortir de la survie et de commencer à penser à leur avenir. Pour tous les bénéficiaires du contrat d'engagement jeune et plus généralement pour renforcer le lien entre insertion professionnelle et insertion par le logement, les SIAO seront renforcés et un budget sera dédié pour l'accompagnement vers et dans le logement de ces jeunes. Je voudrais conclure sur 2 points. Tout d'abord, réaffirmer mon soutien au secteur et mon attachement à l'accueil inconditionnel. C'est notre responsabilité collective, c'est notre honneur de mettre à l'abri et d'inscrire dans un parcours d'accompagnement toute personne en situation de rue ou de mal-logement, et j'y veillerai. Et puis encore une fois, je tiens à vous remercier toutes et tous pour le travail accompli, pour votre mobilisation, pour vos actions chaque jour auprès des personnes en situation de grande pauvreté, de grande exclusion. Je sais à quel point le monde du travail social a souffert depuis le début de la pandémie, sans jamais relâcher ses efforts. Je sais la crise que vous traversez. Le président de la République l'a dit hier, nous allons ensemble lancer un grand chantier sur l'attractivité, la revalorisation, la formation du travail social, et ce sera l'objet de la conférence annoncée par le Premier ministre en février. Le ministère du Logement, moi-même, nous serons au rendez-vous pour vous accompagner tout au long de ce chemin et faire en sorte que ces métiers si importants, si cruciaux, soient pleinement reconnus et valorisés. Pour toute votre action et pour la suite, je vous remercie. Mesdames et messieurs, le moment est venu de clore cet acte 1 du Congrès de la Fédération des acteurs de la solidarité, consacré à la lutte contre la pauvreté, avant de nous retrouver, nous l'espérons, le 15 et le 16 juin à Rennes. Je voudrais remercier les équipes de la FAS, les équipes techniques, nos intervenantes, nos intervenants, qui nous ont permis de mettre la lutte contre la pauvreté, la solidarité, au cœur des débats de l'élection présidentielle, à 100 jours de cette échéance politique importante, fondamentale pour la vie du pays. Nous sommes parvenus, pendant ces 2 jours, à travers ces débats, ces échanges, en écoutant les intervenants, les associations de la FAS, le président de la République, les candidats à l'élection présidentielle, à forger un consensus autour d'un constat qui est celui de l'enracinement de la pauvreté dans notre pays, car c'est cela que nous avons d'abord voulu faire et que nous ne lâcherons pas. Mettre la vie de ces hommes, de ces femmes, de ces familles, plus de 10 millions de personnes dans ce pays, en pauvreté, au premier rang des préoccupations de l'action publique et de la vie citoyenne. Constater également dans les propos des uns et des autres, dans l'analyse des uns et des autres, combien les Français, nous l'avons vu à travers ce sondage réalisé pour la FAS par l'IFOP, combien les Français sont nombreux à être étreints par cette crainte, cette inquiétude de la précarité, de la pauvreté qui mine la cohésion sociale et la santé démocratique du pays. Mais aussi, dans un paradoxe qui n'en est pas un, comme nous avons pu l'entendre dans les analyses des uns et des autres, la distance qui peut, dans ces moments de fragilité sociale et culturelle, s'installer par rapport à ce qui reste, à nos yeux, fondamental, la solidarité. Et puis constater également un consensus dans les propos des uns et des autres autour de la nécessité de donner au travail social et aux travailleurs sociaux de ce pays, dans ce moment que nous vivons d'enracinement de la pauvreté, alors même que de plus en plus la société est prise de crainte à l'égard de la violence réelle et fantasmée, la nécessité que ces travailleurs sociaux et ces travailleuses sociales soient là, de revaloriser leur travail, de le promouvoir, d'en reconnaître pleinement l'utilité sociale. Nous avons entendu les engagements des uns et des autres. Nous avons besoin désormais que l'on passe à l'acte. Et nous avons entendu également très largement le consensus autour de la nécessité d'agir pour la jeunesse de ce pays, particulièrement frappée par la pauvreté. Et là encore, nous attendons que les choses se mettent en place à travers le débat démocratique pour que les jeunes dans ce pays cessent de vivre cette sorte de bizutage social qui les frappe trop souvent et que vivent les associations, les bénévoles, les travailleurs sociaux à leur côté dans les rues ou dans les accueils de jour ou dans les lieux d'hébergement ou dans l'insertion par l'activité économique.
Constater également, et c'est pour la Fédération des acteurs de solidarité un élément important, qu'à travers ces 2 journées, que ce soit dans les propos du président de la République, des ministres, des candidats à l'élection présidentielle, le consensus autour de la territorialisation de l'action de solidarité et contre la pauvreté et la précarité. C'est là, pour nos associations, pour nos fédérations régionales, pour la Fédération nationale, un acquis important, mais qui, là encore, dans la diversité des positions et des analyses des uns et des autres, dans le débat démocratique, devra progresser de manière à ce que les forces de ce pays, et notamment les forces associatives, soient pleinement mobilisées dans ce grand combat contre la pauvreté. Alors, les propositions de la Fédération des acteurs de la solidarité sont là. Vous les trouverez à nouveau sur le site de la Fédération des acteurs de la solidarité. Que le débat, dans ces 100 jours qui nous séparent de l'élection présidentielle, se poursuive, s'amplifie autour des questions que nous avons voulu ouvrir pour un revenu minimum digne, revalorisé, accessible aux jeunes, pour le droit à l'alimentation, pour l'accès des étrangers à une vie digne et au droit au séjour, pour la relance du logement social, et bien que tous ces débats prennent de l'ampleur dans ce pays. 100 jours nous séparent de l'élection présidentielle, alors nous ne lâcherons pas. Notre fédération ne lâchera pas. Nos associations ne lâcheront pas. Les travailleurs sociaux ne lâcheront pas. Les bénévoles ne lâcheront pas. Les citoyens de ce pays, je l'espère, pourront de plus en plus être dans le constat de ce que vivent les personnes en précarité, des nécessités de la solidarité et de la mettre pleinement en œuvre. Je vous donne rendez-vous les 15 et les 16 juin à Rennes. Et d'ici là, ces 100 jours, continuons dans la solidarité, la lutte contre la pauvreté.